Selon les autorités moscovites, la ville a été la cible de centaines de drones ukrainiens dans ce qui semble être la plus grande attaque contre la capitale russe jusqu'à présent dans le conflit. Après plusieurs frappes de drones, les vols ont été interrompus à l'aéroport international de Moscou-Cheremetyevo. Au moins 91 drones ukrainiens qui visaient la capitale russe ont été abattus selon les autorités. La Russie en feu, pour le peuple russe comme pour le peuple ukrainien, les explosions, les raffineries en feu, les sirènes et les lignes électriques endommagées sont devenues la norme depuis des mois. Alors qu'elle pensait autrefois mener une guerre en dehors de ses frontières autrefois sûres, Moscou estime désormais qu'elle mène une guerre à l'intérieur de ses propres frontières. La Russie sent les griffes de l'Ukraine non seulement à Koursk et dans le Donbass, mais aussi sur ses propres bases, grâce aux offensives audacieuses de Kiev et à ses tactiques créatives de drones, des raffineries de pétrole en feu, des installations militaires qui explosent, des sirènes hurlant au milieu de la nuit. Tout cela démontre comment l'Ukraine a attisé la guerre en Russie. Pourquoi Poutine ne peut-il pas mettre fin à ces attaques ? Pourquoi l'Ukraine est-elle capable de frapper si durement les villes russes ? La manière dont la bataille se déroulera dépendra de la réponse à ces questions. Ce film nous montrera le chaos en Russie et nous permettra d'examiner de plus près les détails des attaques les plus récentes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications avant que nous commencions afin de pouvoir suivre nos dernières actualités. L'Ukraine se prépare à couper l'approvisionnement énergétique de Moscou et intensifie ses frappes sur les installations russes. À cet égard, des drones ukrainiens ont attaqué simultanément hier une usine et une raffinerie de pétrole en Russie. Les attaques ont eu lieu à Briansk et à Leningrad. Des drones ont bombardé la raffinerie Intez de Kirishinevtyorg, située à 780 km de la frontière ukrainienne. Alexander Drozdenko, le gouverneur régional de Leningrad, a confirmé l'attaque. Dans le cadre de la défense aérienne russe, a déclaré le gouverneur, un drone a été abattu à l'approche, un autre a été abattu alors qu'il survolait les terres de l'entreprise et l'un des réservoirs a été endommagé par des fragments de ces débris. L'agence fédérale russe du transport aérien a momentanément interrompu les vols à l'aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg après l'attaque. Ces restrictions ont toutefois été levées par la suite. La deuxième plus grande raffinerie de pétrole de Russie, Intez, propriété de Kirishinevtyorg, dont elle est située près de la ville de Kirishi, dans la région de Leningrad, à quelques 780 km au nord de l'Ukraine. L'usine reçoit du pétrole brut par oléoduc depuis des centres de distribution de la région de Yaroslavl et traite du pétrole provenant des régions de la Volga, de l'Oural et de la Sibérie occidentale. En termes de quantité de carburant produite, c'est la plus grande raffinerie de pétrole de Russie. L'usine, qui traite 20,1 millions de tonnes de pétrole par an, appartient à Surgutneftgaz. Des drones ukrainiens ont également survolé la région de Briansk. Leur cible était l'entreprise OAO Conserve Souchprod à Starodub, qui fabrique des rations sèches pour l'armée russe. Selon les médias publics et locaux, des missiles de drones Peklo ont été utilisés pour attaquer l'usine. Dans les environs de l'usine, les habitants ont déclaré avoir entendu 7 explosions suivies d'un incendie. Selon Alexander Bogomis, gouverneur de Briansk, 6 drones ont été responsables des frappes sur la ville de Starodub. Selon les rapports, les forces de défense aérienne du ministère russe de la Défense ont détruit 9 drones de type avion au-dessus de la région de Briansk. Cependant, quels missiles drones Peklo ont été utilisés lors de ces attaques et quels sont leurs caractéristiques? L'Ukraine a commencé à se procurer ses propres missiles début décembre. La première livraison de missiles drones Peklo à l'armée ukrainienne a été annoncée par le président Volodymyr Zelensky. Ces nouveaux drones avaient des caractéristiques très impressionnantes. La dernière arme de fabrication locale, appelée Peklo ou en fer en ukrainien, est beaucoup plus portable que les missiles balistiques tactiques de Kiev et le Cruise occidental. Selon les rapports, Peklo peut parcourir jusqu'à 700 km à une vitesse de 700 km par heure. Le missile drone Peklo est une nouvelle arme dans l'arsenal des forces de défense ukrainiennes qui peut frapper des cibles militaires à l'intérieur de la Fédération de Russie grâce à son rapport de portée. Il est à noter que les missiles drones, contrairement aux missiles conventionnels, ont la capacité de changer de direction, d'éviter les obstacles et de fonctionner en cas de contre-attaque d'un système de guerre électronique. Les capacités de pilotage autonome du Peklo lui permettent d'atteindre tous ces aéroports russes, mettant en alerte une vingtaine de terrains d'aviation des forces aériennes tactiques russes. Il semble que la zone de dévastation du Peklo inclut des terrains d'aviation importants comme Milorovo, Savoslaïka et Engels. Les terrains d'aviation d'Engels et de Savoslaïka, qui servent de base aux bombardiers stratégiques de la Fédération de Russie, se trouvent à portée du Peklo. Autre fait fascinant concernant le Peklo, les caractéristiques de montage du missile UAV dans la partie supérieure de l'engin montrent qu'il peut être lancé depuis des avions de chasse, qui sont des vecteurs aériens, plutôt que depuis le sol. Cela améliore les capacités technologiques et tactiques du Peklo
Peklo, ainsi que sa capacité à frapper des cibles dans les zones profondes de la Fédération de Russie. Les images officielles donnent quelques indications sur les caractéristiques du missile Peklo, même si ses spécifications précises n'ont pas encore été rendues publiques. En ce qui concerne les dimensions, l'envergure et la longueur du missile Peklo seraient d'environ 2 mètres. Il est improbable que l'ogive pèse plus de 50 kg en raison de la petite taille du missile. Conceptuellement, cette estimation est analogue à celle de systèmes tels que le Barracuda d'Anduril. Bien qu'il soit physiquement possible d'augmenter le poids de l'ogive, cela réduirait d'autant la portée du missile. Un minuscule turboréacteur propulse le Peklo, bien que le modèle exact soit encore inconnu. Des valeurs de poussée de 400 à 600 newtons, qui peuvent être atteintes avec des moteurs pesant de 4 à 8 kg, pourraient être adéquates pour de tels systèmes aéroportés. Avec des moteurs pesant environ 17 kg, la poussée maximale peut dépasser 1500 newtons. Des éléments encore plus fascinants peuvent être observés sur des photos plus proches et plus détaillées. Par exemple, il est évident que la coque du missile Peklo a été construite à l'aide de rivets et de métal, deux matériaux utilisés dans la construction aéronautique. Les coques peuvent être fabriquées à l'échelle industrielle grâce à cette méthode fiable et éprouvée. L'installation des pièces et des assemblages est facilitée par le nombre limité de grandes parties de la coque. Le moteur était placé à l'extérieur comme décrit précédemment. Cette décision de conception va probablement faciliter l'installation, économiser de l'espace dans la coque et éliminer le besoin d'entrée d'air. Les responsables affirment en outre que ces missiles, connus sous le nom de Peklo, sont d'un prix raisonnable et capables de fonctionner à égalité avec d'autres missiles de croisière russes. Le prix estimé du missile du véhicule aérien sans pilote Peklo est d'1 million de dollars. Avec un minimum de moyens, l'Ukraine est capable de frapper la Russie de manière dévastatrice. Les frappes sur les raffineries font partie de la stratégie de l'Ukraine. Comme nous l'avons indiqué au début de ce film, l'Ukraine vise à couper les artères vitales qui alimentent la machine de guerre russe par ses attaques. Vladimir Poutine a subi un sérieux revers à la suite des 66 attaques réussies de l'Ukraine contre des cibles clés en Russie au cours des 4 derniers mois. La Russie a été fortement touchée par ces attaques, en particulier en février. La raffinerie de pétrole de Saratov, située à 720 km de la ligne de front, a été la cible des attaques de drones ukrainiens les plus éloignées en février. Des drones ont parcouru 800 km pour attaquer la raffinerie de pétrole de Kchetovo dans la région de Nijni Novgorod fin janvier. Ce schéma d'attaque démontre l'engagement de l'Ukraine dans une stratégie de guerre économique visant à affaiblir la capacité de la Russie à financer ses efforts militaires et à maintenir la sécurité intérieure. Malgré les mesures de sécurité renforcées mises en place après les précédents incidents, la récurrence des frappes montre leur importance stratégique ainsi que les failles persistantes du système de défense aérienne russe. Quel est l'impact des attaques sur la Russie? Les infrastructures des raffineries de pétrole russes ont été gravement endommagées par ces attaques, ce qui a entraîné des fermetures temporaires. Afin de dissimuler l'ampleur réelle des dégâts, le gouvernement russe a classifié les informations relatives à la production d'essence et de diesel. Malgré les tentatives de Moscou pour dissimuler les conséquences, certains signes indiquent une escalade. 41,1 millions de tonnes de la capacité de production totale de la Russie ont été neutralisées par des frappes de drones et des sanctions, et le volume des raffineries de pétrole en 2024 a chuté à son plus bas niveau en plus de 10 ans. En 2024, le vice-premier ministre russe a reconnu que la production d'essence et de diesel du pays avait diminué respectivement de 6,2% et 7,3%. Les calculs basés sur les informations publiées par le ministère russe des Finances indiquent à leur article que le montant des fonds versés au budget fédéral a diminué d'environ 23% pour atteindre 110 milliards de roubles. L'année dernière, la Russie a pris du retard par rapport aux pays de l'OPEP+, dépassant fréquemment son objectif de production et affaiblissant les initiatives de soutien des prix du groupe. Moscou a récemment déclaré qu'elle devait compenser la surproduction antérieure, même si elle est désormais conforme. Selon les données du ministère, les recettes provenant de la taxe sur la production pétrolière ont considérablement diminué. Cela suggère que la Russie pourrait avoir réduit sa production de pétrole brut au début de l'année. La production de janvier est utilisée pour calculer les recettes de février. Les producteurs russes semblent se concentrer sur des projets offrant des avantages fiscaux importants et réduire leur production dans les zones où les taxes sont plus élevées afin de soutenir leurs bénéfices pendant les restrictions. Le mois dernier, les recettes totales de la Russie provenant du pétrole et du gaz ont chuté à 771 milliards de roubles, soit une baisse de près de 19% par rapport au même mois l'année dernière, selon des estimations russes qui n'ont pas pu être confirmées de manière indépendante car Moscou a classifié une grande partie de ces données sur l'industrie pétrolière. La production journalière moyenne de pétrole brut du pays en janvier est passée à 8,96 millions de barils contre environ 9,46 millions de barils un an plus tôt. Il semble
semble que la production ait diminué, du moins dans certains champs, en raison d'une baisse des recettes fiscales. Le prix moyen de 67,66 $ le baril pour les euros, principale devise d'exportation de la Russie, a été utilisé pour déterminer les taux d'imposition pour février. Il y a un an, le prix du baril était de 64,14 $. La valeur moyenne du rouble était de 100,8676 $, soit une baisse de 13% par rapport à l'année précédente. Le budget a également été affecté par les paiements aux raffineries. Le ministère affirme qu'en février, les producteurs d'essence et de diesel ont reçu des subventions totalisant plus de 148 milliards de roubles pour approvisionner le marché intérieur. En raison de la hausse des droits d'exportation provoquée par l'augmentation des prix du gaz en Europe, les recettes fiscales dans le secteur du gaz ont augmenté de 6,5% en glissement annuel pour atteindre plus de 161 milliards de roubles en février. En quoi alors ces événements modifient-ils le climat en Russie? Outre son effondrement économique, la Russie connaît également une campagne de désinformation qui engloutit la nation tout entière. Vladimir Poutine vit un cauchemar en raison du problème démographique, de l'imprévisibilité politique et de l'impasse financière. Le potentiel démographique pour maintenir l'empire a déjà été épuisé et la Russie se meurt alors que sa population diminue d'1 million de personnes par an. Alors que la population du Caucase continue d'augmenter, les régions à majorité russe sont touchées de manière disproportionnée par ce déclin. La Russie est désormais accablée par son vaste territoire. L'État a du mal à maintenir un contrôle constant sur de petites populations dispersées sur de vastes territoires. Le modèle de gouvernance centralisée rend la logistique dans les régions éloignées intenable et fait de la périphérie un fardeau financier. Une telle structure serait trop coûteuse à entretenir. Par conséquent, en termes de capacité de survie, les États plus compacts ont un avantage stratégique. La Russie est devenue une kleptocratie flagrante sous Poutine avec un petit nombre d'élites contrôlant la majorité des ressources du pays. Le développement économique normal est paralysé par cette structure corrompue et féodale qui substitue à l'état de droit un réseau d'accords non officiels et d'allégeances personnelles. Poutine a créé la société atomisée et opportuniste qu'il désirait en atteignant des niveaux d'émotivation sociale jamais vus auparavant. Le résultat final est une société dépourvue de but, de motivation et de cohésion. Cette situation a été aggravée par le conflit en Ukraine qui a également créé une importante classe de criminels traumatisés et armés qui auront du mal à se réinsérer dans la société. L'effondrement économique des gouvernements autoritaires est également accéléré par la guerre. La Russie de Poutine ne fait pas exception. La centralisation des ressources, le contrôle gouvernemental strict sur les actifs importants et la montée de la violence contre la société au cours des 10 dernières années ont toujours été les fondements de sa domination. L'économie russe était en proie au syndrome hollandais bien avant la guerre, les exportations de matières premières étouffant les autres industries et provoquant un marasme qui dure depuis 2012. Alors que les ressources alimentent la machine de guerre, les sanctions empêchent désormais l'accès aux technologies occidentales, paralysant l'industrie des matières premières et entraînant la chute de l'économie civile. Une économie de mobilisation traditionnelle a émergé en raison de l'écart croissant entre les dépenses militaires et civiles. Poutine considère la guerre comme un moyen de conserver le pouvoir ainsi qu'une tactique. Ironiquement, elle provoque une surchauffe systémique qui érode les fondements économiques du régime. La surchauffe de l'économie se produit lorsque la croissance dépasse la capacité durable. La guerre accélère ce processus dans les dictatures parce que les ressources sont gaspillées de manière inefficace, ce qui a les effets suivants. Le premier effet est une forte hausse de l'inflation. Les dépenses de défense et militaires augmentent les coûts. Cela s'est déjà produit en Russie en raison de la pénurie de produits et de la hausse des prix des denrées alimentaires. Le manque de main-d'œuvre est le deuxième effet. La guerre réduit la production économique en forçant les individus à travailler dans les usines militaires et sur les lignes de front. L'émigration et la perte de personnes en âge de travailler entraînent une réduction de la qualité de la main-d'œuvre. Le troisième effet est l'augmentation du déficit budgétaire. L'État utilise l'émission de monnaie pour financer la guerre, ce qui menace la stabilité du rouble et conduit l'économie au bord de l'effondrement. Le schéma est bien connu, stagnation progressive, perte de compétitivité et croissance à court terme, comme dans les années 1970 et 1981 en URSS. Une économie de guerre peut se développer temporairement avant de s'effondrer en raison des dépenses militaires et de l'isolement technique. Aujourd'hui, la Russie fait la même chose. Les sanctions entravent la plupart des efforts visant à restaurer les chaînes techniques et les dépenses militaires se sont déjà révélées être un facteur important de l'aggravation de son déficit budgétaire. Les ventes de pétrole et de gaz à la Chine et à l'Inde permettent de maintenir la vie, mais elles sont insuffisantes pour inverser le déclin démographique et la vulnérabilité économique sous-jacente d'une nation aussi grande. Les problèmes économiques de la Russie ne peuvent être résolus, même en mettant fin au conflit en Ukraine. Les entreprises fuient déjà la Russie, signe d'un marché très instable.
faible et un gel ne ferait que retarder l'effondrement imminent. Sans investissements étrangers substantiels, ce qui nécessite des changements institutionnels considérables, même un assouplissement partiel des sanctions est insuffisant. L'emprise de la dictature sur le pouvoir serait menacée par des réformes importantes qui conduiraient inévitablement à une dégradation institutionnelle, alors que la corruption, la sélection négative et le contrôle manuel continu de saper l'efficacité des institutions russes. Les sanctions ne font qu'accélérer cette détérioration. Même une guerre gelée ne peut garantir la reprise en raison de l'ampleur de la destruction institutionnelle. Sans réduction des dépenses militaires, l'économie surchauffée ne se stabilisera pas, mais le modèle actuel de forteresse assiégée rend toujours cela impossible. L'effondrement économique du régime russe est inévitable, tout comme celui de l'URSS avant lui, c'est juste une question de temps. Le modèle social, en plus de l'économique, se désintègre, et une fois de plus, Poutine ne sera pas sauvé par un éventuel gel. Evgeny Pragoïnin, le chef du groupe de mercenaires Wagner, a démontré à quel point l'allégeance des élites peut facilement se rompre en 2023 lorsqu'il s'est révolté et a fait marcher ses forces vers Moscou. Au sein du cercle restreint de Poutine, les conflits entre les élites se sont intensifiés tout au long de l'année 2024. Le chef de la République tchétchène, Ramzan Kadyrov, a accusé le sénateur milliardaire du Daghestan, Suleyman Kerimov, d'avoir planifié son assassinat. Alors que Kadyrov positionnait ses forces de poche, cette question n'était toujours pas réglée. Ces désaccords concernaient également le chef de cabinet de la présidence, Anton Vaino. L'avenir de la Russie est au cœur d'un conflit au sein de l'administration Poutine. Alors que le PDG de Rostec, Chemezov, plaide en faveur d'une augmentation constante des dépenses militaires, le gouverneur de la Banque centrale, Nabiulina, et le ministre des Finances, Siluanov, se battent pour la stabilité économique. Il s'agit d'une lutte pour l'orientation de la Russie autant que d'un différend politique. Les conflits entre élites sont de plus en plus publics et le Kremlin n'a plus le pouvoir de les maîtriser. L'armée démobilisée, les élites en colère et une population démotivée se combinent pour créer un climat toxique sous le règne de Poutine. Il existe des analogies historiques évidentes. Le Portugal de Salazar s'est effondré en 1974 à la suite de conflits coloniaux prolongés qui ont laissé un grand nombre de soldats en colère et de citoyens désabusés. De même, lorsque la société s'est éloignée des institutions de l'État jusqu'à atteindre un point de rupture, l'URSS s'est effondrée. Poutine est contraint de prendre une décision impossible, soit il accepte une paix qui met sa dictature en péril, soit il poursuit un conflit intenable. Voici pourquoi il ne serait pas avantageux de geler la bataille jusqu'à ce qu'il y ait un certain vainqueur. Les factions les plus radicales en Russie ne respecteraient plus son autorité. Une impasse serait considérée par Kadyrov, les nationalistes et l'extrême droite comme une faiblesse et une trahison. Les vétérans armés rentreraient chez eux en masse abattus et furieux. Leur ressentiment, leur expérience de la guerre et leurs armes pourraient conduire à une vague d'activités criminelles qui saperait davantage le gouvernement. Poutine est probablement conscient de ce piège. Par conséquent, une théorie est que Poutine n'aurait qu'un seul choix s'il s'engageait dans la voie de la paix, et cette alternative est de se débarrasser des radicaux de son gouvernement avant qu'ils ne se rebellent contre lui. À tout moment, n'importe quoi pourrait provoquer l'effondrement de ce système. Nous vous remercions de nous avoir regardés.